Bienvenue dans toutes les France. L'Afrique a-t-elle toujours autant besoin de l'Europe après le sommet UE-Afrique de Bruxelles? Nous en parlons avec nos invités. Martial Zebelinga, bonjour. Vous êtes économiste, sociologue, rédacteur en chef du site africara.com, auteur de Indépendance, discours sur le colonialisme après la colonie aux éditions Théam. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi. À vos côtés, Albert Bourgi, vous êtes professeur des universités en droit public, spécialiste de l'Afrique. Merci d'être avec nous dans Toutes les France. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Francis Laloupeau, vous êtes journaliste, professeur de géopolitique à l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme, et vous avez écrit France-Afrique, la rupture maintenant, aux éditions Acoria en 2013. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Vincent Hugeux, grand reporter au service international de l'Express. Vous avez écrit Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames aux éditions Perrin. L'importance des Premières Dames aujourd'hui dans les politiques des pays africains. Bien sûr, elles ne sont plus seulement les dames patronesses censées avoir dans leur kit la fondation caritative, ce qui a pour vocation aussi d'humaniser les contours d'un chef d'État parfois absent, rugueux ou taiseux, mais elles sont, volens nolens, des actrices de cet échiquier politique. Vous savez, plus d'une First Lady a promu ou brisé la carrière ou l'élan d'un ministre, d'un directeur de cabinet qui avait eu l'heure ou le malheur de lui déplaire. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui me paraît absolument crucial, c'est que si elle se bornait d'offrir une version un chouïa modernisée de la dame patronesse d'antan, en Afrique comme ailleurs au demeurant, eh bien elle serait en décalage absolu. Ce serait une sorte d'anachronisme vivant vis-à-vis des femmes des sociétés africaines qui, elles, bougent, et dont le rôle, dont la mission est en train d'évoluer. Donc je crois qu'il est devenu maintenant assez logique de voir dans la Première Dame son rapport à la société politique et à la société en général un enjeu d'observation politique également. Madame Mugabe n'a pas pu assister au sommet de Bruxelles, refus de visa et solidarité d'un certain nombre de chefs d'État africains. Mais s'il était besoin... Qui étaient absents du sommet de Bruxelles. S'il était besoin de valider ma théorie sur l'importance politique des femmes de chefs d'État, voici un exemple absolument merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Depuis des années, les époux Mugabe, en l'occurrence Robert Mugabe, du fait des sanctions de l'Union européenne, sont quasiment interdits de séjour sur le vieux continent. À une exception notable d'après, qui est le Vatican. Ce qui leur a permis d'ailleurs d'aller se faire bénir il n'y a pas si longtemps à Saint-Pierre. Bon. Mais là, en l'occurrence, il a été signifié que Robert Mugabe était invité à ce sommet, mais qu'en revanche, son épouse, Grace, que l'on surnomme au pays d'ailleurs Disgrace, la honte ou le déshonneur, ou alors The First Shopper, la première acheteuse, eh bien, elle était persona non grata. Et donc, dans ces conditions-là, il a dit non seulement je n'y vais pas, mais il a fait le tour de ses camarades, notamment d'Afrique australe, et plusieurs d'entre eux ont décidé de boycotter le rendez-vous de Bruxelles, car ils considéraient que c'était là un acte insupportable. Et organiser un sommet Union européenne-Afrique avec des partenaires absents, vous pensez que c'est utile? C'est efficace? C'est toujours pareil, les invitations sont lancées, vous les acceptez pas. Mais ne pas les accepter, c'est aussi dire quelque chose du regard que l'on porte sur cette coopération. Martial Zebelinga, vous avez retenu des choses de ce sommet déjà, je voudrais quand même réagir par rapport à ce qui a été dit. Résumer les hésitations ou les refus de participation des États africains à la non-invitation ou aux tractations avec cet exemple particulier. Mugabe, je pense que c'est extrêmement réducteur. Quand on voit le prétexte invoqué au demeurant. Mais pour ce qui est de Mugabe, mais il y a une histoire derrière. Il n'y a pas que la question de la First Lady. Il y a la question de la lutte de libération, de la réforme agraire, qui est une question non pas du passé, mais une question de l'avenir. En Afrique du Sud, la question de la réforme agraire est posée aujourd'hui. Mugabe, il faut bien le dire, a été porté au nu quand il est arrivé au pouvoir par les Occidentaux, qui étaient contents qu'il n'applique pas la réforme agraire, qui pourtant est une des raisons de la lutte de libération. Donc l'affaire Mugabe, on peut aussi la présenter de façon totalement différente. Mais d'une façon générale, la question qui se pose, c'est quelle est la justification du partenariat, d'un quelconque partenariat? Déjà, on parle de partenariat. Vous ne trouvez pas ça positif de parler de partenariat, d'accord de partenariat? Au-delà des mots, il faut voir ce qui est concret dans le partenariat. Aujourd'hui, la dynamique n'est pas dans ce sens-là. Si dynamique il y avait, on voit aujourd'hui que les pays africains ont des intérêts objectifs à se rapprocher d'acteurs plus dynamiques et surtout qui ont développé des processus plus contemporains de développement économique, ce qu'on appelle
rapidement les pays émergents, et qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas dans cette situation-là. D'autre part, il y a avec l'Europe beaucoup de scories, beaucoup de restes, et que j'appelle d'ailleurs colonialité par ailleurs, qui sont incompatibles avec ce que les Africains estiment être leur avenir. Albert Bourgi. Oui, juste un petit mot sur mon ami Vincent Hugeux. Puisqu'on parle d'Afrique-Europe, je pense que le prochain bouquin, ça sera les premières dames d'Europe. Sans doute, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Bon, thématique universelle et planétaire. Absolument, absolument. Non, écoute, moi je voudrais juste, bien sûr, revenir sur ce que vient de dire notre ami Martial. C'est qu'au fond, cette rencontre Afrique-Europe a été principalement voulue par l'Europe. Oui. L'Afrique y a accepté, en fin de compte, de venir s'asseoir à la table, bien évidemment, autour d'une table. Il y a des liens quand même forts entre les deux continents. Bien sûr qu'il y a des liens très forts, mais sauf que ces liens, je ne dirais pas qu'ils se sont distendus, c'est qu'au fond, l'Europe n'a pas trouvé sa véritable voie, notamment celle qui devrait conduire à des changements notables dans la relation avec l'Afrique. C'est-à-dire que cette voie, justement, extrêmement difficile à explorer pour l'Union européenne, pour l'Europe en général, cette voie, ça veut dire quoi? Se départir des anciennes logiques d'assistance financière qui étaient héritées, disons les choses comme elles sont, des premiers accords signés entre la communauté économique européenne et les premiers États africains parvenus à l'indépendance, notamment dans la sphère francophone, ce qu'on appelait les États africains et malgaches associés, donc qui étaient une forme disons, c'était des accords, ou tout au moins une logique largement empreinte comment dirais-je, de la marque coloniale. Mais ce sommet, justement, semble avoir voulu marquer la sortie de cette Oui, il y a eu d'autres sommets, enfin, depuis 2000, depuis le Caire et autres, on essaye, on explore, mais je crois que il n'est pas facile d'abord pour l'Europe elle-même de définir une véritable politique africaine. 28 pays africains, dont certains ne connaissent absolument rien 28 pays européens, dont certains ne connaissent absolument rien de l'Afrique, et se demandent d'ailleurs ce que vient faire l'Afrique autour d'une table de négociation. Et puis il y a les États africains eux-mêmes, qui, bien évidemment, aussi se posent des questions. Ne pas connaître l'Afrique, c'est une chose, mais ne pas pouvoir se dire qu'il y a un potentiel de croissance unique, des possibilités de développement. Le Danemark, les pays scandinaves, les pays de l'Europe de l'Est, à l'exception d'un ou deux d'entre eux, franchement, aller investir en Afrique, c'est pas du tout le but, ce n'est pas du tout, en tout cas, leur tentation. Et ce que je veux dire simplement, c'est que... donc vous dites c'est un sommet où ce sont 2 ou 3 pays européens qui s'intéressent au continent africain. Je crois que pour des raisons diverses, et notamment historiques et culturelles, soyons pas hypocrites, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a poussé, c'est bien évidemment la France, qu'est-ce qui a poussé, c'est en partie l'Allemagne, les grandes locomotives, mais c'est principalement la France qui a tenu à ce que justement il y ait un nouveau cadre dans lequel pourrait s'insérer cette fameuse relation. Je le dis encore une fois, une relation, ce fameux partenariat dont parlait à l'instant notre ami, ce partenariat qui, en fin de compte, comment dirais-je, permettrait sans doute de mieux aborder les aspects multidimensionnels d'une politique de développement. Est-ce que c'est ce qui est recherché ? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique précisément de concurrence entre l'Europe et les autres partenaires, je sais pas, asiatiques, d'Amérique latine? On y reviendra. On y reviendra. Si vous voulez, il y a aujourd'hui une espèce de course à l'échalote, pardonnez-moi, et au fond, ce sont les Européens qui, dans l'état actuel des choses, cherchent un petit peu à se rapprocher des Africains. C'est moins la demande africaine qui a provoqué ce sommet que la demande plutôt européenne. Un peu beaucoup. Francis Laloupo. Oui, alors j'écoute ce que dit Albert Bourgi avec beaucoup d'intérêt parce que c'est évident qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place un partenariat Europe-Afrique sans savoir exactement d'abord comment l'agencer et quels en sont les objectifs précisément. Il y a plus d'homogénéité en Europe qu'en Afrique. Disons qu'il y a une logique, européenne, c'est-à-dire que l'Europe est une organisation constituée d'un certain nombre de pays, 28 pays. Il est plus logique la logique voudrait plutôt que l'Union européenne ait en face d'elle une organisation continentale comme l'Union africaine. Oui. J'ai dit assister à Bruxelles à des rencontres de ce genre et le protocole fonctionne plutôt bien, même si évidemment on peut toujours critiquer les tenants et aboutissants. Donc une organisation avec une autre organisation. Voilà. Alors, Union européenne, Union africaine. Pour en revenir pas Union européenne et Afrique, on ne sait pas qui. Pour en revenir à votre question justement, est-ce que aujourd'hui l'Afrique a toujours besoin de l'Europe?
De quelle Afrique parle-t-on? Pour revenir, par exemple, aux accords de coopération, les accords APE, l'Union européenne s'est rendue compte depuis un certain nombre d'années que c'était un leurre que de vouloir mettre en place un accord global, de procéder par une approche globale d'une coopération avec un continent, sans tenir compte de la diversité des situations. Des Afriques, donc. Des Afriques. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, depuis quelques années d'ailleurs, et puis depuis quelques mois plus précisément, l'Union européenne a mis en place des négociations directes avec des régions, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest par exemple, la SADC, Afrique australe, la CEMAC pour l'Afrique centrale. Évidemment, ce type de négociation, ce protocole de négociation s'avère plus efficace que si l'on part évidemment d'une espèce comme ça, je dirais, de masse indistincte qu'on appelle l'Afrique face à l'Union européenne. Résultat, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'était quoi? On a parlé indistinctement de la Cour pénale internationale, de la sécurité, de la démocratie, des droits de l'homme. Et évidemment, on parle également de coopération. Et on se rend compte que finalement, l'Europe n'est efficace que lorsqu'elle décaisse de l'argent, mais n'est pas du tout efficace en termes de coopération sur le long terme, sur la longue durée. Il n'y a pas aujourd'hui, en fait, un protocole de coopération établi et fixé entre l'Union européenne et les pays africains. Et cela est impossible parce que les coopérations auxquelles on assistera plutôt dans quelques années, si jamais elles se mettaient en place, ce seraient des coopérations entre l'Union européenne en tant qu'organisation régionale et des régions d'Afrique. Ajoutons à cela qu'il en va... Quand vous dites ajoutons, vous êtes d'accord avec cette analyse, donc? Je vais m'efforcer d'y apporter un contrepoint et, dans le meilleur des cas, un complément. D'abord, le spectre de la République centrafricaine a évidemment flotté sur l'ensemble des travaux. Et de cette manière, il en va des grands messes de cette nature, comme par exemple des sommets annuels ou biannuels de l'Union africaine. C'est que vous avez un thème officiellement retenu que tout le monde a oublié au bout de 48 heures parce que les enjeux bilatéraux de pouvoir, de succession viennent écraser ces thématiques sages, raisonnables et de long terme. Il y a de toute façon un vice de forme dès lors que vous envisagez un sommet Europe-Afrique. Ça suppose que vous traitez l'Europe comme un bloc homogène et l'Afrique comme un tout qui ne serait pas disparate. Et là, on retombe sur les errements classiques de tous les barnums sur l'avenir, le futur, la croissance, etc. C'est que quand, par exemple, on vous dit, parce que ça, c'est le catéchisme que tout le monde reprend, avec une religiosité touchante, que, regardez, l'Afrique, c'est le continent de la croissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un taux de croissance continentale de 5% si vous ne tenez pas compte de la disparité incroyable des situations locales et régionales? Qu'est-ce que veut dire un taux de croissance de 5, 8, 12%, pourquoi pas, si les fruits de la dite croissance sont aspirés, confisqués par une élite entière et n'améliorent en rien le sort des plus humbles. Et une dernière petite remarque là-dessus, c'est-à-dire que on a quand même l'impression, en filigrane, qu'on est dans un univers de conflictualité. Et que donc, dans un sommet de cette nature, et dans un partenariat tel qu'il a été évoqué, il y a quelque chose de l'ordre du jeu à somme nulle. Qu'il y en a un qui doit gagner sur l'autre. Si vous n'avez pas un partenariat mutuellement bénéfique, là encore, pardon pour la novlangue diplomatique, eh bien, il ne rime pas à grand-chose. Il y a des calculs, il y a des arrière-pensées. Et la disparité que j'évoquais pour l'Afrique, elle vaut, à mon sens, tout autant pour l'Europe. C'est-à-dire qu'évidemment, pour des raisons culturelles, historiques, linguistiques ou purement économiques, les enjeux ne sont pas les mêmes pour la France que pour le Luxembourg ou un pays scandinave. Donc je crois qu'il y a quelque chose dans cette sorte de culte des grands rendez-vous continentaux qui n'a pas de prise sur la réalité. Juste ajouter à propos de l'Afrique, c'est que telle qu'on la présente aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est bien sûr diverse, elle est, comment dirais-je, elle recoupe également... C'est pas l'impression qu'on a quand on dit l'Afrique. Hein. Oui, bien évidemment, on dit l'Afrique, mais enfin, à l'intérieur de cette Afrique, il y a une grande diversité, c'est vrai, il y a des barrières linguistiques. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on avance, et plus, disons, l'entité africaine surgit. Et dans ce cas d'espèce, si on a dit Afrique-Europe, je pense que le fait que le Maroc ne soit pas membre de l'Union africaine a sans doute joué dans la présentation même de cette rencontre au sommet entre dirigeants africains et dirigeants européens. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est-à-dire que il me semble en tout cas que l'entité ou l'identité africaine est beaucoup plus marquée dans cette négociation qu'elle l'était il y a quelques années. C'est incontestable. Je parlerais des identités
réalité africaine, parce que je ne suis pas certain mais que le président du Bénin ait la même approche de l'Union européenne. Non, mais j'entends par là, quand je dis l'identité africaine, je fais référence à l'organisation africaine. Elle est ce qu'elle est, on sait très bien, mais il y a des habitudes qui se créent, il y a des liens qui se nouent, et il y a des intérêts qui sont défendus. C'est pour ça que je disais qu'en termes d'efficacité, le fait de mettre face à face l'Union africaine et l'Union européenne, le protocole est plus efficace. Une déclaration d'un Africain, d'un Bissau-Guinéen, qui est secrétaire général de la Commission africaine, de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Ben, c'est extraordinaire. Il disait, attendez, maintenant, nous sommes capables de discuter véritablement, l'Afrique est aujourd'hui capable de discuter avec les partenaires européens, mais à condition que ces mêmes partenaires européens prennent en compte véritablement la nouvelle donne politique, économique et financière qui aujourd'hui prévaut sur le continent africain. C'est une réalité. C'est une réalité. Marcel Gevelinga. Ce que je voudrais revenir sur un ensemble de points. Vous avez ouvert en fait votre débat, notre débat, sur quelque chose qui était apparemment un fait divers, mais qui est loin d'être un fait divers et qui nous ramène à la question de Francis Laloupo. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne, se présentant comme entité, discute avec l'Union africaine et les États africains pris individuellement. C'est aussi le cas dans les accords qui sont accords entre guillemets qu'on essaye de construire, qui seraient des accords de libre-échange. On pourrait discuter sur l'utilité des accords de libre-échange, etc., mais c'est pas le thème. Vous voyez bien que tout de suite, parce que vous avez une entité qui discute avec plusieurs entités avec des contradictions, il y a des pays africains qui sont en relation difficile ou difficultueuse, on va dire, avec l'Union africaine, mais qui sont invités par l'Union européenne, et du coup, ça crée un ensemble de problèmes qui sont donc liés au fait que le périmètre de la discussion est problématique, qui participe à la discussion, c'est problématique, l'enjeu fondamental est problématique. Pour revenir à l'essentiel, qui a besoin de qui? Historiquement, depuis le XVe siècle, c'est l'Europe qui vient en Afrique. Depuis le XVe siècle, c'est le cas. Et jusqu'à présent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement que la Chine est de plus en plus présente, l'Inde est de plus en plus présente, le Brésil est de plus en plus présent, et quand on prend la masse des investissements des pays dits émergents, ils supplantent de loin les investissements, en croissance en tout cas, les investissements européens. Je termine quand même pour dire une chose. C'est important de voir que le sommet vient ponctuer toute une phase dans laquelle on a vu un rapport du Sénat français qui titre « L'Afrique, notre avenir », l'avenir de la France. Par la suite, on a eu un rapport de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, co-signé de quelques auteurs éminents, dont M. Zinsou et M. Thiam, et qui, lui, parlait justement de ce fameux partenariat proposant d'ouvrir la zone franc à des pays non africains. Donc vous voyez que d'un côté, on est quand même aussi dans une forme d'anachronisme où les Africains regardent ailleurs. Madame Zouma a dit pendant le débat, clairement, elle a dit « Notre objectif, c'est la zone de libre-échange entre Africains ». Ça a été clairement dit à plusieurs reprises. C'est discuter d'égal à égal. Et en face, on lui disait, oui, il faudrait aller vers des accords, il faudrait aller vers ci ou ça. Donc, on ne regarde pas dans la même direction. Et mon point de vue fondamental, c'est qu'aujourd'hui, historiquement parlant, l'Afrique a plus besoin de regarder vers elle-même et vers les pays qui sont les plus dynamiques et surtout qui n'ont pas de scorie coloniale, qui n'ont pas d'habitus négatif, prédateur vis-à-vis de l'Afrique. Alors on va revenir sur la question des nouveaux partenaires du continent africain, mais avant cela, vous le disiez Vincent Hugeux, c'est l'aspect sécuritaire qui a dominé ce sommet Union européenne-Afrique et notamment le dossier centrafricain. Est-ce que l'Europe souhaite aujourd'hui s'impliquer plus avant en Afrique au niveau sécuritaire par l'envoi de troupes? Écoutez, je sais pas, les derniers événements ont montré qu'il y a une petite disponibilité de l'Europe. Jusqu'à maintenant, l'Europe considérait l'Afrique comme une chasse gardée des anciennes puissances coloniales. Et peut y trouver un intérêt, pour une raison très simple, c'est qu'ils disaient, on va là, c'est le précaré français, ce sont des questions qui concernent les uns et les autres. Et puis la Centrafrique, son histoire mouvementée, chahutée, depuis quasiment une quarantaine d'années, n'est pas de nature, en quelque sorte, à soutenir l'intérêt des Européens. Ceci étant, c'est vrai que tout le monde semble s'accorder sur le fait que la situation en Centrafrique est suffisamment grave et sans doute lourde de périls pour pouvoir justement apporter un soutien à l'intervention militaire française. Mais je voudrais simplement dire, c'est que le grand changement, me semble-t-il, dans ce sommet, dans ce face-à-face Europe-Afrique, c'est qu'il n'y a plus que les États qui discutent entre eux.
c'est qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces entités étatiques des intérêts privés, y compris en Afrique. Y compris en Afrique. C'est-à-dire que désormais, l'État, certes, ou les États sont là les principaux acteurs, mais ils parlent au nom et peut-être aussi avec le soutien de secteurs privés qui émergent de plus en plus sur le continent africain. Il n'y en avait pas. On va revenir sur des secteurs privés. On va regarder un petit reportage sur justement cette possibilité d'intervention européenne en Centrafrique et vos commentaires sont les bienvenus juste après. Regardez.